Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions spéciale Histoire du Barça. Je vous ai demandé de me poser des questions et vous l'avez fait. Il y a aussi des questions qui sont pas liées à l'histoire du club et je vais y répondre. Donc merci à tous les participants et d'ailleurs j'espère que vous allez bien et que vous ne vous ennuyez pas trop pendant cette trêve internationale. Pour ma part, vous me manquez beaucoup. Mais question foot, je suis pas du tout le foot en ce moment, même pas les matchs amicaux. J'essaie de couper un petit peu parce que je pense qu'après la trêve ça va être intense. Là malheureusement on a perdu Rafinha pour 5 semaines, donc je vous avoue que j'appréhende un petit peu le retour de trêve, mais bon, contente de vous retrouver aujourd'hui et comme je l'ai dit je vais répondre à vos questions. Je vais pas mettre d'ordre en particulier, je vais juste répondre aux questions comme elles sont venues. Donc on commence avec la première question qui vient de Afandé1515 qui parle du 1 pour 1 et qui me demande de l'expliquer. Alors personnellement, je suis pas une experte du 1 pour 1 ou tout ce qui est économique, mais si tu veux savoir et avoir plus d'informations, je te conseille de regarder les vidéos d'actualité Barça qui s'y connaît beaucoup mieux que moi et qui explique tout ça de manière beaucoup plus claire. Donc voilà. Ensuite, il y a Chap Studio qui me dit: penses-tu qu'on devrait vendre Baldé s'il y a garantie d'un meilleur remplaçant comme Grimaldo? Moi personnellement, je vendrais pas Baldé, en tout cas pas cet été. Je pense qu'il est encore très jeune et je pense qu'il doit vraiment se bouger pour s'améliorer parce que Baldé, on a l'impression que ça fait plusieurs années qu'il se repose un petit peu sur ses acquis, sur ses lauriers. À chaque fois quand il doit centrer, vous voyez très bien que il le fait de manière hasardeuse et ça c'est à chaque match et à chaque fois. Donc ça donne l'impression qu'il travaille pas là-dessus et qu'il fait pas en sorte de s'améliorer. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'il s'améliore. Le vendre, non. Prendre quelqu'un, une doublure, si possible, oui. Ensuite, on a Ishigo33300 qui me dit: pourrais-tu nous expliquer ton parcours et comment tu en es arrivé à ouvrir cette chaîne? Alors, concernant mon parcours, moi j'ai fait des études d'histoire, j'ai un master en histoire. Et à côté de ça, j'ai toujours eu ma passion pour le Barça qui a fait en sorte que grâce à ça, j'ai pu apprendre et comprendre plusieurs langues différentes. Donc c'est pour ça que je peux vous traduire des conférences de presse qui sont faites en anglais, en espagnol, en catalan. Je maîtrise aussi le portugais du Brésil. Et comment est-ce que j'en suis arrivée à ouvrir cette chaîne? Eh bien, tout simplement, c'était en 2024. C'était au moment où l'équipe allait mal, où Xavi était pointé du doigt à chaque fois pour tous ses faits et gestes. Et je me rendais compte que dans les médias, sur les comptes, sur les réseaux sociaux, dans les journaux et autres, eh bien à chaque fois il y avait des informations sur Xavi, des choses qu'il avait prétendument dites lors de conférences de presse qui étaient véhiculées, alors que moi quand j'allais écouter les conférences de presse, je me rendais compte qu'il disait pas du tout ça, ou alors il répondait d'une certaine manière à une certaine question qui était tournée pour qu'il dise ça, et donc je trouvais que c'était très injuste, et moi je suis une personne qui déteste l'injustice dans la vie de tous les jours, partout en fait, et donc c'est ça qui m'a poussée à vouloir faire cette chaîne, pour vraiment traduire mot à mot les conférences de presse, ce que disent les joueurs, ce que dit le coach à chaque fois, pour éviter qu'il y ait des malentendus ou qu'on mente au sujet de certaines personnes et que ça déstabilise le club ou que ça leur donne une mauvaise image ou autre. Donc c'était ça ma motivation première. Ensuite on a Kofel Shop qui me dit: d'où vient la rivalité Barça-Real, club d'État vs ouvrier, etc. etc. Alors la rivalité Barça-Real, elle date à peu près des années 30, parce que comme vous le savez, en Espagne il y avait Franco, le dictateur, et donc eh bien Madrid c'était la capitale, et Barcelone c'était une ville concurrente d'une certaine manière. Et Franco c'était un dictateur, donc il a mis en place une sorte de monarchie, alors que du côté de Barcelone c'était plus des républicains, des démocrates, etc. donc qui étaient contre ça, plus le fait qu'à Barcelone, Barcelone ça se trouve en Catalogne, et la Catalogne ça a toujours été une région d'Espagne qui a voulu son indépendance. Donc il y a toujours eu une sorte d'opposition entre Madrid et Barcelone en tant que ville. Et puis, comme vous le savez, le XXe siècle, c'est un siècle où le sport se développe.
et donc le sport va aussi avoir une portée un petit peu politique, et c'est à partir des années 1930 où justement quand Franco est là, il veut éviter que le Barça rayonne, que Barcelone fasse de l'ombre à Madrid, la capitale, et donc il y a une sorte de rivalité qui se crée. Et puis dans les années 40, il y a un fameux classico où le Barça perd 11-1 dans des circonstances un petit peu étranges. Et puis par la suite, toujours pour éviter que la ville de Barcelone ait plus d'influence, etc., que la Catalogne se développe et ait un rayonnement plus grand que Madrid, eh bien, dans les années 50, il me semble, il va y avoir aussi le fait que le Real Madrid, grâce à des contacts qu'il avait dans les sphères politiques, etc., les sphères de pouvoir, va empêcher le transfert de Di Stefano à Barcelone. Di Stefano qui est l'un des plus grands joueurs de l'époque. Et donc à chaque fois, il va y avoir des querelles et une rivalité entre ces deux clubs qui étaient les plus grands de l'époque, les plus développés, et ceux qui gagnaient le plus. Ensuite, il y a Kalenga Kamona qui dit « Est-ce que Julián Álvarez est vraiment meilleur qu'Osimhen ?» Personnellement, je sais pas parce que, vous savez, moi je suis pas beaucoup les autres clubs, les autres championnats. Moi je suis vraiment très très fan du Barça. Alors pas au point d'être comme Casado, parce que pour ceux qui savent pas, j'avais regardé une interview de Casado qui disait que lui, il avait jamais regardé d'autres matchs à part ceux du Barça, c'est-à-dire que même Zidane, il l'avait jamais vu jouer. Vraiment, en fait, il s'en fiche du reste, à part le Barça. Je suis pas non plus extrême comme Casado, mais personnellement, regarder un autre match de foot qui soit pas le Barça, ça me dit pas grand-chose. Ça m'arrive évidemment de le faire, mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire, donc je suis pas forcément l'Atlético ou Osimhen ou Alvarez ou qui que ce soit. Ensuite, on a Antonio Mendes, 3994, qui est l'un des fidèles suiveurs de la chaîne, donc merci à toi, qui dit d'où vient la rivalité des classicos, donc ça j'en ai déjà parlé, et comment le Barça est né avant le Real alors que c'est le club de la capitale. Alors en fait, les clubs de foot, généralement, ils ont été fondés par des gens lambda, en fait. Généralement, c'était des travailleurs qui venaient de l'étranger et qui se retrouvaient dans une ville. Et donc, pour créer du lien, faire quelque chose, eh bien, ils formaient des clubs de football, des associations en fait de football. Et ensuite, ils participaient à des tournois, etc. Et c'était le cas, par exemple, pour le fondateur du Barça, qui est Joan Gamper, qui à la base s'appelle Hans Gamper ou Hans Gamper, et ensuite son nom a été catalanisé. Et en fait, c'était un homme d'affaires suisse qui a aussi joué au tennis, il me semble, entre d'autres sports, et qui avait donc des entreprises, etc., et qui s'est retrouvé à Barcelone. Et on est à la fin des années 1890, donc il y a la révolution industrielle, le monde change totalement, et il y a l'apparition du football, qui est un jeu qui vient d'Angleterre, et donc il y a pas mal de gens qui s'y intéressent, et qui veulent créer, fonder des clubs, et c'est le cas de Joan Gamper, qui va publier dans un journal une annonce, comme ça se faisait à l'époque, en disant, s'il y a des personnes à Barcelone qui veulent jouer, on se retrouve tel jour à tel endroit et on joue. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que le club a été fondé, et donc c'est devenu une association avec un président, un trésorier, des membres, etc., etc. Donc le fait que le Real soit le club de la capitale, ça n'a pas tellement d'importance là-dedans. En fait, c'était des gens qui sont venus et qui ont fondé des clubs, et ensuite il y en a qui n'ont pas perduré. Le Barça, faut savoir que quelques années plus tard aussi, il était au bord de la disparition, plusieurs fois d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, en 1908, ils étaient sur le point de dissoudre l'association, donc que le Barça n'existe plus. À l'époque, faut se dire que le Barça, c'était juste 11 joueurs, et encore, qui étaient à la fois joueurs, à la fois président, secrétaire, trésorier, etc. Et il y avait d'autres membres de l'association, du club, quoi, qui eux aussi pouvaient jouer parfois quand ils avaient du temps libre, mais c'était pas du tout un métier, hein. Ça faut bien le savoir. La professionnalisation du football, elle arrive bien après. Donc c'était juste en fait des gens qui se retrouvaient
et qui jouaient ensemble. Et à l'échelle régionale, parfois ils participaient à des championnats, etc. Et puis c'est tout. Puis après, avec le temps, évidemment, ça s'est développé. Mais au début, c'était comme ça. Donc voilà. Ensuite, on a Andy Abena qui me dit de faire l'actualité du Barça, le mercato, etc. Honnêtement, c'est pas ce que je préfère faire. C'est pas du tout mon domaine de prédilection. Donc il y a plein d'autres youtubeurs qui le font beaucoup mieux que moi. Donc je vous renvoie à eux. Ensuite, il y a Deux Saints officiels qui dit qui fut la première légende du club. On connaît tous Cruyff, mais y a-t-il un joueur légendaire avant lui et Maradona? Oui, il y a pas mal de joueurs qui sont beaucoup moins connus, mais qui étaient des légendes à leur époque. Donc dans les années, à la fin des années 20, on avait Ricardo Zamora, par exemple, Josep Samitier, Paulino Alcantara. Bon, c'est des noms qu'on retrouve dans certains noms de trophées, notamment. Donc, faut savoir qu'à la fin des années 20, le Barça était dans une très bonne période, l'équipe gagnait beaucoup de titres. Ils avaient même été champions d'Espagne contre la Real Sociedad en 1928. Donc c'était des années assez prospères pour le club. Ensuite, dans les années 50, il y avait Kubala, qui était aussi un très grand joueur. Et le Barça rêvait d'avoir la paire Kubala-Di Stefano. Di Stefano, en 1950, il voulait absolument venir à Barcelone. Son avion avait atterri à Barcelone, mais finalement, il y a eu pas mal de magouilles de la part du Real Madrid et de son président de l'époque, Santiago Bernabéu, qui ont fait que finalement, Di Stefano a été obligé d'aller signer au Real. Le Barça, dans les années 50, c'était aussi une machine instoppable, un peu comme dans les années 20, en tout cas la deuxième partie des années 20. Donc c'était vraiment un Barça qui se développait beaucoup. Les gens adoraient ce club, adoraient l'équipe. Et d'ailleurs, c'est dans les années 50 que le projet du Camp Nou voit le jour, parce que justement, le Barça est dans une phase ascendante. Il y a de plus en plus de revenus. Et donc le président de l'époque, qui s'appelle Francesc Miró Sans, en 1954, il décide qu'il faut un nouveau stade. Le nouveau stade qui est le Camp Nou, d'ailleurs en catalan, Camp Nou, ça veut tout simplement dire nouveau stade. Et donc il est achevé en 1957, comme vous le savez. Et ensuite, dans les années 60, on a Joan Segarra, qui est aussi une légende du club. Ensuite, dans les années 70, on a Cruyff en tant que joueur, donc Johan Cruyff évidemment. Et ensuite, dans les années 80, on a Maradona, qui n'a pas non plus fait un passage phénoménal au Barça, mais qui a quand même marqué les esprits. Et puis ensuite, dans les années 90, il y a eu la Dream Team de Cruyff, donc celle qui gagne la première Champions League de l'histoire du Barça en 92, etc. Donc voilà un peu les légendes du club, avant Maradona et Cruyff. Ensuite, on a une question de Mohamed Baguignan, 1504, qui dit « Pourquoi les Barcelonais s'appellent les Culés, les Blaugrana? Pourquoi Léo Messi s'appelle la Pulga ou le GOAT ?» Alors concernant l'appellation Culés pour les fans du Barça, ça vient tout simplement du fait qu'à l'époque, avant qu'il y ait le Camp Nou, et je crois avant même qu'il y ait l'ancien stade, les Corts, quand les supporters allaient voir le match, ils s'asseyaient, ils essayaient de s'asseoir dans les endroits où il y avait de la place, et en fait généralement de l'extérieur, on voyait leur postérieur tout simplement, et donc c'est pour ça qu'on les a appelés les Culés. Par rapport à Blaugrana, en fait ça vient tout simplement du catalan blau qui veut dire bleu, et grana c'est la couleur grenat, donc c'est une sorte de rouge un petit peu rosé, donc c'est les couleurs tout simplement du club. Et pourquoi est-ce qu'on appelle Messi la pulga? La pulga en espagnol ça veut dire la puce, et Messi, comme vous le savez, il est petit de taille, il fait 1m69, et puis il court partout, il se déplace très vite, donc ça fait penser à une puce. Et pourquoi est-ce qu'on dit le GOAT? Tout simplement parce que le GOAT, G-O-A-T, c'est l'acronyme de Greatest of All Times, qui veut dire le plus grand de tous les temps. Donc c'est pour ça qu'on dit que Messi, c'est la Pulga ou le GOAT. Il a aussi un autre surnom qui est El Enano, et ça veut dire tout simplement le nain en espagnol. Ensuite, une question de Lamine Yamal 0907 qui dit « Parle-nous de l'histoire des Boixos Nois ». Les Boixos Nois, en fait, c'était un groupe de supporters, des ultras, donc des extrémistes,
du Barça. C'est un groupe qui a été fondé dans les années 80 si je ne m'abuse, et en fait au début c'était des sortes de militants indépendantistes catalans d'extrême gauche, etc. Et donc bon, c'était des extrémistes qui voulaient donc l'indépendance de la Catalogne, qu'ils étaient très très à fond sur certains sujets politiques. Et ensuite, avec le temps, en fait, ils ont été un petit peu protégés par certains présidents du Barça de l'époque. Et d'une certaine manière, il y a eu un certain retournement de situation qui fait que les Boixos Nois, à la base, c'était des gauchistes. Et ben, ils ont été infiltrés par des personnes encore plus extrêmes, des personnes d'extrême droite, des skinheads, et donc malheureusement c'est devenu vraiment des extrémistes, des sortes de néo-nazis, donc des personnes très dangereuses. Ils avaient une place au Camp Nou, hein, derrière le Gol Nord, et malheureusement il y avait souvent des affrontements avec des supporters adverses ou autres, et c'est extrêmement dangereux. Ils ont d'ailleurs éliminé certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils s'en sont pris vraiment physiquement, hein. Et quand je dis éliminer à certaines personnes, je peux pas dire le mot parce que bon, je pense qu'avec YouTube ça va pas forcément passer. Mais voilà, c'était vraiment des extrémistes. Et petit à petit, ils ont fait des choses vraiment très très graves, extrêmement graves. Et quand Laporta est arrivé en 2003, du coup, il les a interdits de stade. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'affrontements parce que ils ont menacé Laporta de l'éliminer aussi. Il y avait des tags sur sa maison, etc. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Mais voilà, les Boixos Nois, c'était un groupe d'ultra en fait. Qui évidemment représentent pas du tout les valeurs du Barça et qui n'ont rien à faire dans notre club. Donc voilà, on va dire que ça c'est la première partie des questions. Je ferai donc une deuxième partie pour répondre à la suite. En fait, je me disais, ah ça va, il n'y a pas énormément de questions, mais en fait quand je réponds, ça prend beaucoup de temps. Donc finalement, eh bien, on va s'arrêter là et on fera la suite dans 2 jours, je pense, mercredi. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca le Barça et Visca Catalunya.